Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque d'Édouard Finn. Nous sommes à Montréal le 30 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je suis dans la bibliothèque d'Édouard pour l'interroger sur la parution de ses mémoires, Ma vie comme un rhume, paru à l'enseigne de la compagnie à numéro, mémoires publiées en 3 tomes. Oui. Je t'arrête un peu là, Bruno, parce que il y a une question qui me tarabuse depuis longtemps. Mais pourquoi diable as-tu voulu publier ces mémoires? Je vais répondre à cette question-là, Édouard. Parce que c'est pas normal, je n'avais pas écrit dans cet état d'esprit de les voir publier un jour, et c'était quand même à la base du fait qu'ils paraissent là. Oui. Eh bien d'abord, il y a 3 ans, tu m'avais confié ces mémoires-là, et j'ai littéralement été subjugué par la lecture que j'en ai faite. J'y ai trouvé dans ton texte une véracité, une rigueur, une exigence, une honnêteté, parfois terrifiante, parce que tu dis des choses sur toi qui sont peu amènes, que généralement on n'a pas envie de confier, même au papier, je pense. Hein, c'est Montaigne qui disait « je parle au papier ». Et là-dedans, on sent dans ton texte une rage de dire, une rage de se mettre au net avec sa propre conscience. Et je sais que ces mémoires-là n'avaient pas été destinées à la publication. Mais j'avais été littéralement emporté par leur lecture. Je dirais même, j'ai eu même le sentiment à un moment donné de m'y être abîmé comme un avion en mer. Oui, parce que c'est rare qu'on assiste à un tel exercice. Je comprends que tu l'as fait pour justement faire le point sur ta propre vie à ce moment-là. Si je peux... Il m'avait semblé que... au moment où je les ai écrits, je venais de rentrer au Québec après, donc ma vie est un peu étrange. Moi j'ai connu 2 Québec. Un Québec de 12 ans qui s'est étalé de 1970 à 1982, jusqu'à la parution de mon premier livre. Et puis, ce livre ayant été distribué en Europe m'a valu toutes sortes d'invitations pour venir travailler là-bas. Rappelle-nous le titre de ce premier livre. Il s'appelait Tarot, Gestalt et Énergie, et il est paru aux éditions de Mortagne en 1980, avec une magnifique couverture d'Yves Paquin. Et donc, ce livre, et puis les autres qui ont suivi, ont fait de moi, enfin quelqu'un qui travaillait beaucoup à Bruxelles dans le champ de la psychothérapie. Et ça a duré 14 ans, où je passais aussi à la radio, à la télévision, dans des panels de discussion et tout ça. Et graduellement, j'ai commencé à devenir nostalgique du Québec. Mais pour moi, c'était un Québec des années 70, donc celui de la prise du pouvoir par le PQ, où il y avait un élan d'enthousiasme et d'espoir dont on avait envie de faire partie de ça. Et je n'ai retrouvé en Belgique que de la politique politicienne et tout ça. Je me suis dit, oh, j'ai pas envie de continuer à ramer là-dedans, je rentre au Québec. Mais je suis arrivé dans un tout autre Québec qui, lui, m'a donné bien moins de satisfaction. Le premier m'avait donné l'amour de ma vie, le second m'a rien donné du tout. Les amis qui m'avaient dit « on va t'aider » ne m'ont pas aidé. Et donc, je suis devenu graduellement déprimé. Et c'est à ce moment-là que j'ai entrepris la rédaction de mes mémoires pour dire « mais quand même, j'ai une vie intéressante, non ?» Malgré certains séjours en enfer, mais qui n'a pas son enfer finalement. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été épaté par la franchise dont tu fais preuve et le fameux voyage en enfer là, dont il est question. Je pense que c'est dans le tome 2 qu'on peut en apprécier. Eh bien, c'est le tome de mes voyages. Parce qu'il faut dire ici, si tu permets, Édouard, que ces mémoires-là se présentent en 3 tomes.
Elles ont 1300 pages, ce qui est assez incroyable, là, hein? Je veux dire, sans toute comparaison n'est pas raison, mais il y a quasiment que dans les mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand qu'on peut voir une telle ampleur, n'est-ce pas? Bon. Et on peut s'arrêter tout de suite sur le premier tome, si tu veux bien, qui couvre, grosso modo, quelle période? De ta naissance? De ma naissance à mon arrivée au Québec. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans le premier tome? Alors, pour moi, il y a une chose qui est centrale, c'est la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Moi, je suis né d'un père juif et d'une mère aryenne, suisse-allemande. Mais enfin, on était en grand danger durant la guerre. Mes parents sont partis en exode sur les routes, un peu comme dans les films Jeux interdits. Là, ils se sont couchés sur les enfants, tandis que les Stukas mitraillaient ceux qui partaient en exode sur les routes comme ça. Donc, j'ai même réussi à me souvenir d'un tel épisode dans une séance de thérapie de groupe bien plus tard. Ça m'a beaucoup marqué. C'est, qu'on le veuille ou non, d'appartenir à une race maudite. Mais qu'on dit également élu. Sauf que nous ne fréquentions pas, mon père étant athée, mon grand-père étant déjà athée lui aussi, nous ne fréquentions pas les synagogues ni tout ça, personne de ce monde-là. Ça nous a peut-être sauvés d'ailleurs, parce qu'on dit que le grand rabbin de Bruxelles a donné des listes de juifs aux Allemands. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça nous a peut-être sauvés, qu'on n'était pas répertoriés nulle part comme juifs. Mais enfin, il reste que les soldats étaient là, montant la garde devant les entrepôts dans mon quartier. Il y avait des tirs de DCA au-dessus de la gare de marchandises où ma mère a failli trouver la mort sous les mitrailleuses allemandes. C'est caché sous un train. Sous plusieurs trains, oui, en rampant de l'un à l'autre. Ça, c'était tout à la fin de la guerre où les gens pensaient que les Allemands étaient en train de faire leurs valises et de s'en aller, et que les trains étaient là béants, plein de marchandises dont il manquait depuis des années. Alors ma mère est allée, et comme elle était germanophone, elle a compris qu'on allait tirer 3 secondes avant tout le monde, et elle a eu le temps de se coucher en dessous d'un train. Oui. Les autres sont morts. Ta mère qui est d'origine suisse, hein? Suisse-allemande, oui. Suisse-alémanique, comme on dit. Donc, germanophone, elle a pu entendre les ordres donnés par les soldats. Schießen Sie nieder, c'est ça l'expression, abattez-les tous. Oui. C'est sûr, cette question-là de la judaïté est quand même majeure dans ton propre parcours et puis dans le parcours de l'histoire européenne. C'est moins la judaïté parce que je n'en ai jamais rien voulu savoir, mais le fait d'être exclu, différent, dans une autre gang toujours. C'est, à la limite, la judaïté, c'est pas toi qui décides. Si on décide que toi t'es juif, t'es juif. Ouais. Alors justement, mais les juifs me reconnaissaient pas comme juif parce que j'avais une mère goy, gentil, comme on dit. Et un paraculturé. Et les non-juifs, pour eux, j'étais juif, all right, hein, ça c'est clair. Alors, les premières pages de ce premier tome-là sont consacrées à ton enfance dans un quartier populaire de Bruxelles. Ouais. Bon. Ensuite, Aujourd'hui, il y a des meurtres, parce que c'est devenu un quartier où les immigrants marocains ont investi, et il y a des centres islamiques radicaux qui se développent dans ce quartier aussi. Oui, donc ça va être un quartier sous très haute surveillance bientôt, n'est-ce pas? Oui. Si c'est pas le cas. C'est déjà le cas. Oui, oui. Alors donc, tu as fait des études, tu as eu, ce que j'ai cru comprendre, tu as eu un mentor. J'ai eu un mentor, mais j'avais déjà commencé mes études universitaires depuis 3 ans, en chimie. Et je chantais dans les cabarets, moi, hein. J'ai connu Brel et tout ça, et je payais mes études en chantant. Donc c'était extrêmement fatigant parce que j'étais pas en philo, hein, j'étais en chimie, et c'était, à part les cours théoriques, on avait des séances de laboratoire interminables, très fatigantes, et c'était très dur, quoi. Et tu t'es retrouvé, tu t'es marié. Je me suis marié. C'est sûr, je suis en train de brûler les étapes, mais on comprendra.
Je me suis marié avec une petite juive. On va pas tout révéler là, dans cette vidéo-là. On va plutôt donner le goût aux gens d'aller voir ce qui s'y trouve là, dans tes mémoires. Je me suis marié avec une petite juive que j'avais connue à l'âge de 16 ans et dont les parents m'ont adopté comme un autre fils. Enfin, il n'avait pas de fils, mais ils m'ont adopté comme un fils. Et le reste de sa famille aussi. Et moi qui avais très peu de famille, par mes parents et mes frères, j'ai connu les joies d'avoir des oncles, des cousines et tout ça par mon épouse interposée. Et je l'ai épousée, mais un peu comme si j'avais épousé ma sœur, quoi. Et c'est un mariage qui aurait Mais t'as pas de sœur quand même. Non, j'ai pas de sœur. Mais il aurait pu durer, il a duré 15 ans, enfin 9 ans le mariage, 6 ans de fréquentation au préalable. Et pour moi, mon affection pour elle est restée constante malgré toutes les vicissitudes de notre vie conjugale. Alors donc, on pourrait, sans trop simplifier ce premier tome, on y raconte donc ton enfance, la guerre, tes études et ton établissement en Afrique comme inspecteur. Oui, quand même avec un préalable qui est le service militaire, qui pour moi était une vaste rigolade. J'ai réussi à avoir un poste de planton dans un couloir où j'écrivais les noms des visiteurs dans un registre. Planton, c'est un pion? Oui, comment est-ce qu'on appelle ça? Un planton. C'est celui qui inscrit les visiteurs, un huissier, une espèce de huissier. D'accord. Et alors que j'aurais dû travailler dans un laboratoire de chimie de l'armée. Et de sorte que, comme c'était pas très loin de chez moi, à 5 heures, j'enlevais mon uniforme, j'étais avec ma femme chez nous. C'était assez confortable pour un milicien, que les autres, ils en arrachaient en Allemagne, dans des casernes et tout ça. Enfin, bon. Et j'avais déjà un peu le don des langues, et donc j'ai servi de traducteur à des officiers américains et belges. Et j'ai pu mesurer à quel point l'armée belge était une sottise incommensurable. Et même que les experts américains me regardaient comme ça en disant, mais est-ce qu'il est normal le type ou quoi? Enfin, parce que ils avaient l'air absolument pas du tout au courant de ce qui était moderne dans l'art militaire, ni des casques, ni des chenilles de tanks ou de la guerre bactériologique, chimique, etc. Et moi, je m'amusais beaucoup. Et puis, je suis parti en Afrique, où j'ai enfin eu un salaire digne de ce nom, quoi. Et tu as découvert aussi le racisme. Eh oui. Le colonialisme. C'est ça. C'est très insidieux. Les gens commencent par venir te chercher à l'hôtel. Mais t'en fais pas, je t'amène à l'école. Tu n'as besoin de rien, c'est ça. On se dit, mon Dieu, qu'ils sont gentils. Et tout d'un coup, on dit dans la voiture, ah, si je pouvais écraser ce cycliste noir, ça me ferait bien plaisir, des choses comme ça. Ou tel collègue à l'école qui dit, est-ce que tu as du cyanure dans ton labo? J'aimerais bien l'injecter dans des chocolats pour les laisser traîner dans ma voiture pour tuer quelques enfants noirs, des choses comme ça. Alors je suis sorti de mes gonds, l'ambassadeur de Belgique voulait donc que je sois chassé de la coopération, et évidemment, quand les Noirs l'ont su, mon ministre de l'Éducation entre autres, il m'a nommé inspecteur de l'enseignement. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai enterré l'âge de guerre, parce qu'il fallait que je travaille avec tout le monde, ceux-là comme les autres. Donc, tu as, en quelque sorte, réprimé judicieusement les mouvements d'indignation de ton cœur. Ouais. Tu as ravalé ta salive, comme on dit. Ouais. Bien m'en a pris, parce que finalement, tout s'est bien passé pendant ces années d'inspection, qui ont fini par m'envoyer, c'est un autre moment crucial, à l'université de Berkeley en Californie, en plein mouvement hippie. Oui. Ouais, mais là, ton expérience africaine, en tout, elle a duré combien d'années? 6 ans. 6 ans. Et tu as rencontré aussi une femme qui était importante dans ta vie. Eh oui, c'était qu'au cours d'une de mes inspections, j'ai ouvert une porte et je me suis trouvé devant... Mais alors, une femme, je me disais, c'est elle. J'étais foudroyé d'amour, elle aussi. Et j'en ai suivi d'abord une relation surtout épistolaire,
Et puis on a fini par se marier, c'était un autre enfer. Ouais, mais il faut quand même dire ici, Édouard, que cette femme-là est une Québécoise. C'était une Québécoise. Donc, tu as rencontré le Québec en Afrique. C'est ça, avant ma seconde épouse, le Québec pour moi existait pratiquement pas. Il existait uniquement dans la personnalité de Félix Leclerc. Parce que quand je chantais à l'âge de 13 ans, la première chanson que j'ai chantée en public, c'était Le Petit Bonheur. Et j'ai un jour parlé à Félix Leclerc, je lui avais dit ça, et ça l'avait bien fait rire, et il disait que il avait toujours beaucoup aimé la Belgique, il y avait de nombreux amis. Et puis, donc, tu l'as rencontré, Félix Leclerc. Oui, au Patriote sur Sainte-Catherine, là. Ouais. Patriote en haut, là. Oui, ben c'est là où les chanteurs canadiens-français, à l'époque, quand c'était pas encore des Québécois, se produisaient. Ouais. Et Alors, j'ai aussi rencontré Michel Simon, oui. vieux, déprimé, qui faisait un tour de chant. Mais enfin, d'avoir eu la chance de lui serrer la main pour moi. Au Québec, hein? Tu l'as rencontré au Québec, là. Après, tu as été le saluer après son tour de chant. C'est-à-dire, c'est ma copine d'alors qui n'a pas ce genre de complexe qu'ont les Européens, de ne pas oser parler à une vedette. Elle a carrément été frappée à la porte. Et si ma mémoire est bonne, donc, il était déprimé parce qu'il y avait des soucis d'argent, est-ce possible? Oui. Qui s'était remis en scène pour se renflouer ses coffres. Oui, pour essayer de lancer sa bonne amie du moment, qui était déjà entre deux âges, elle aussi. Ah, bon. Ouais. Quelque chose à la fois touchant, mais un peu pathétique également. C'est ça. Et mon amie, qui s'appelait Lise Saint-Denis, elle lui caressait les mains comme ça. Enfin, c'était assez tendre, finalement. Mais avant de prendre une pause, parce qu'on va conclure cette première partie là, de notre vidéo, ta compagne québécoise, c'est elle qui t'a convaincu de t'établir ici au Québec? T'es tombé amoureux fou, elle était étudiante, elle voulait faire philo à l'Université de Montréal, et donc il n'y avait pas d'alternative. Je devais quitter l'inspection, quitter ma première femme, quitter mon fils, quitter l'Afrique. Tout ça parce que t'as écouté ton cœur. Voilà. T'as écouté... C'est fou l'amour, ce que ça fait, pareil, hein? Ça fait, mais allez, je l'ai quand même... j'ai pas pu supposer ce qui m'attendait, parce que autant les choses se passaient à merveille au Burundi, autant elles ont très vite dégénéré en scènes infernales, quoi. Oui. On pourra lire ça, on pourra y lire le compte-rendu. Oui, je n'ai pas vraiment envie de soulever de faire sortir ces squelettes du placard. Non, je le sais, mais c'est précisément ça aussi la qualité, une des qualités principales de tes mémoires, c'est que tu y soulèves bien des pierres, hein? Ouais. Normalement, les pierres, on les laisse là, tranquilles dans les champs, et toi, tu les soulèves. Ouais, mais je voulais que tout soit accessible. Ah, ça, c'est réussi. Même si ça doit me valoir le prix Nobel de la peste noire, je suis prêt à endurer ce qu'il faudra. En tout cas, si tu veux, en tant qu'éditeur, je vais soumettre ta candidature à ce prix fort prestigieux de la peste noire. Le prix de la peste noire. Eh bien, sur ce mot d'esprit, Édouard, on va prendre une petite pause, si tu permets.